Ok. Conférence de ce soir, exclusivité, première fois. Pourquoi est-il urgent de faire de la permaculture aujourd'hui, maintenant, tout de suite? C'était déjà le cas avant. En fait, quand on est permaculteur, on sait, ou peut-être qu'un jour on découvre que notre système va dans le mur. Et ce qui est intéressant là, c'est de savoir qu'on a des solutions concrètes, applicables tout de suite et maintenant. Alors j'aurais pu commencer cette conférence qui était à la base programmée avant tout cet épisode de Covid, et j'aurais pu dire simplement je vais vous présenter la permaculture. Et là j'ai voulu rajouter une petite partie, même si beaucoup l'ont compris vu le contexte, qui rappelle pourquoi c'est urgent de s'y mettre maintenant. Ok ? Tous les permaculteurs savaient qu'un jour ou l'autre, on vivrait un épisode comme ça. On ne savait pas trop comment, on ne savait pas trop pourquoi, mais on le sait en fait, que le contexte dans lequel on est fait qu'on doit changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé à ça il y a déjà bien longtemps. Ils ont balisé le terrain et on n'a plus qu'à suivre. C'est bon ? Ça vous motive ? Allez, on est parti. La première diapo, c'était pour vous remercier. J'aime bien commencer comme ça parce que c'est un plaisir déjà de remonter sur les planches, de refaire une conférence, d'accueillir des gens et de leur parler de permaculture et de voir que vous donnez la richesse que vous avez de plus importante, c'est-à-dire votre temps, pour en apprendre un peu plus sur toutes ces solutions. Je vous remercie beaucoup, surtout qu'avec l'orage, ce n'était pas évident d'être présent et vous avez fait cette démarche, donc merci beaucoup d'être là. La conférence, elle va être en deux parties. La première partie, c'est ce qui pique un peu. C'est d'abord le rappel d'une constante et ensuite deux faits significatifs qui se sont passés pendant la période Covid. On va essayer de faire ça rapidement pour ensuite passer sur des solutions concrètes disponibles tout de suite. Et moi, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt positif et plutôt basé sur les solutions que sur les problèmes. Mais c'est quand même intéressant de poser le cadre au début, histoire de se dire faut pas qu'on attende 2050 pour s'y mettre. Faut s'y mettre maintenant. Comme on dit aussi, l'idéal pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Donc l'idéal pour commencer la permaculture, c'était avant. Et comme on n'a pas encore commencé, c'est maintenant. Ok ? Alors un petit mot sur moi. J'ai fait un parcours scolaire classique jusqu'à 18 ans. Je voulais faire de la musique. D'ailleurs, on va organiser une soirée très bientôt au Point commun pour la clôture de mi-juillet, si ça vous intéresse, le 17 juillet, pour tous les amateurs de musique électronique. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand j'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans, je suis arrivé à Tournon il y a 3 ans, je ne savais pas si ça allait marcher. Donc, j'ai appliqué la permaculture à mon entreprise, et vous allez voir que c'est possible, en me disant je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et donc j'ai développé les deux activités, à la fois la permaculture que j'avais envie de mettre en place et à la fois le côté musique électronique que je savais déjà faire et qui m'intéressait aussi. On voit à droite une petite photo où j'ai commencé à donner les premiers cours, donc avec Marc Alban, il y a 2 ans. Et là-haut, j'ai pu participer à Tain-l'Hermitage à un salon de la transition où j'accompagne aussi mes clients qui ont souvent fait la première formation de permaculture sur comment on peut appliquer la permaculture à leur habitat et notamment via leur projet immobilier d'achat, de construction ou de rénovation. Voilà pour moi. Actuellement, j'ai 34 ans, je suis papa d'un petit bout que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Et mon activité principale, c'est me battre pour lui créer un avenir. Alors commençons par les choses qui fâchent. Pourquoi il est urgent de faire de la permaculture ? Pas mal de fois, on va essayer de faire des petites interactions ensemble. Et la première, c'est est-ce que vous connaissez ce monsieur ? JMJ pour les intimes. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ? Ouais, 2 à ma droite. D'autres ? Non. Ouais, comme ça. Lui, c'est un petit peu un oiseau de mauvaise augure.
Ça fait des années qu'il dit qu'il y a un problème et justement, il a passé son temps à mettre un petit peu le pouvoir et les politiques et les entreprises à taper là où ça fait mal et à leur dire « Regardez, il y a ça qui ne va pas et les conséquences sont celles-ci. » C'est un professeur, donc Jean-Marc Jancovici, à Paris Tech. Et j'ai pris quelques infos de son cours qui est disponible sur Internet gratuitement. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Par contre, attention, vous n'avez pas forcément toutes les solutions à la suite de ces conférences. Donc aujourd'hui, on met le paquet sur les solutions. Et quand vous allez voir ces conférences à lui, il vaut mieux avoir bon moral, d'accord? Donc là, on va la faire très très courte. On va commencer très très simple, par un graphique qui nous donne. Là, ce qu'on voit, c'est la quantité d'énergie utilisée dans le monde. Et ce qu'on comprend, c'est que plus on utilise d'énergie, plus on produit. C'est une constante qui est très très simple. Plus on a d'énergie, plus on produit. Typiquement, plus je mets d'essence dans votre voiture, plus elle ira loin. Second extrait du cours de Jean-Marc Jancovici, qui me paraît vraiment super important, c'est que la quantité d'énergie disponible diminue. Là, on voit différentes énergies, charbon, pétrole, gaz, hydraulique, nucléaire. Et là, on voit une cassure. Ici, on en voit une autre. Donc il faut bien comprendre qu'actuellement, on est face à un dilemme, c'est-à-dire qu'on est dans un système de croissance, que plus on a d'énergie, plus on produit, sauf que le gros problème, c'est que de l'énergie, on en a de moins en moins. Et c'est un fait. À part s'il se trompe, mais je ne pense pas, parce que c'est son métier, c'est un fait que l'énergie diminue. Et là, je vous pose une question, mais je n'attends pas de réponse. Je vous demande juste de vous poser la question. Si vous étiez au pouvoir, comment vous pourriez régler un problème aussi complexe que d'être dans un système qui est basé sur la croissance avec de moins en moins d'énergie? Pendant le Covid, il s'est passé deux choses vraiment significatives. Et ces deux faits-là me font penser que la situation dans laquelle on est risque de vraiment durer. J'ai beaucoup d'amis qui se disent « on va reprendre une vie normale dès qu'on sera vacciné ». C'est souvent les mêmes qui se disaient « il n'y aura qu'un seul confinement ». On voit où on en est, d'accord? Le fait est que la France, en 2015, s'est engagée à diviser ses gaz à effet de serre par 6. On se base sur l'année 1990 et on fait descendre tranquillement nos gaz à effet de serre. Ça, c'est le résultat. En 2015, on était là. Et on voit qu'entre 2015 et 2018, on a quasiment stagné. Ça a même un pouillème augmenté. Pas grand-chose. C'est anecdotique, mais on voit qu'on est très très loin de la diminution à laquelle on s'est engagé. Pour vous donner une idée, pour respecter les accords de Paris, l'objectif idéal, ça serait qu'on diminue chaque année de 7,6% par an. Et là, vous avez bien vu que c'était linéaire. Hein. 7,6%, c'est énorme. C'est quelque chose qui est complexe à faire. Et la bonne nouvelle qu'on a vue avec le coronavirus, c'est que suite aux nombreux confinements qu'il y a eu mondialement, on est arrivé à réduire nos émissions de carbone. Dans le monde, 5,3. Puis on voit Japon 6, Inde 8, Italie 8, Allemagne quasiment 10, France quasiment 10, Royaume-Uni 10, États-Unis 13, Espagne 14. Il y a juste la Chine qui a quasiment stagné. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que si on veut respecter les accords de Paris,
il va falloir qu'on consomme exactement comme on a consommé des gaz à effet de serre pendant cette année du Covid. C'est-à-dire réduire drastiquement. Et là, la question, quand j'en parle, c'est oui, mais l'économie. Et donc là, c'est la petite conclusion que je venais de dire. Donc pour respecter ces accords, il va falloir qu'on continue encore à diminuer comme ça. Mais oui, qu'est-ce qu'on va faire pour l'économie? Parce que vous l'avez tous vu, il y a eu une chute du PIB et pour beaucoup de personnes, c'est vraiment difficile. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'en parlais avec ma compagne et on s'est dit que pendant les crises, beaucoup d'entrepreneurs savent que c'est un moment d'opportunité. Et donc, je lui ai dit, au hasard, on va aller regarder le nombre de milliardaires. Et en fait, c'est comme ça qu'on devrait faire de la recherche. C'est-à-dire que quand on fait une recherche et qu'on cherche un objectif, on trouve ce qu'on a envie de trouver. Et quand on fait une recherche un petit peu au hasard, spontanément, des fois on est surpris. Est-ce que vous avez une idée du nombre de milliardaires durant l'année 2000 ? Il y en avait un petit peu plus de 400. Cette année, c'est un graphique qui date de juin. Entre janvier et juin, il y a eu 700 milliardaires de plus. Donc on pourrait croire que l'économie globale a impacté tout le monde. La vérité, c'est que ça n'a pas impacté tout le monde. Ça a impacté nombreux d'entre nous, mais pas tout le monde. Donc on voit qu'il y a eu une évolution constante, et même ces 2 dernières années, une petite stagnation, peut-être bien due au Covid, mais que ça a commencé avant, et que maintenant, on est vite remonté en flèche. Donc évidemment, là, on pourra citer un exemple en disant « Oui, mais il y a eu 100 milliardaires de moins, c'est eux qui ont pris à cause du Covid, donc c'est pas tout le monde. » Certes. Mais j'en reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Maintenant, si vous étiez président, vous feriez quoi? Je ne veux pas du tout dire, rentrer dans les thèses complotistes, que tout a été créé. Pas du tout. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on est face à des enjeux complexes et qu'il y a plusieurs acteurs qui pèsent dans la balance, qui n'ont pas grand intérêt à ce que la situation change drastiquement. Ok? Et donc, je me dis que ça risque de durer. Et quand il y a eu le premier confinement, je me suis dit qu'il y en aurait sûrement d'autres. Alors, je peux me tromper. Et ça, on est en train de le filmer, donc on le verra. Mais je pense que ça va durer. On revient à ce graphique-là. Ce graphique-là, il va nous faire comprendre la dette. Là, on a le premier choc pétrolier. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on a moins d'essence à mettre dans la voiture. Et là, les pouvoirs politiques, au lieu de vous dire bah, « vous savez quoi, on a moins, on va consommer moins », ils ont créé de l'argent. Parce que c'était impossible de vous dire « au fait, on va consommer moins ». C'était illogique dans un système de croissance à cette époque-là, du premier choc pétrolier, de vous dire « on va consommer moins ». Ce n'était pas du tout l'idée. Mais ça a un petit peu sonné le glas des 30 glorieuses, ça a sonné le début du chômage et ça a sonné le début de la dette. Petit à petit, l'énergie est revenue. On a fait évoluer le parc. Donc le pétrole a quasiment stagné, mais on a rajouté du nucléaire, etc. Vous voyez bien que la courbe petit à petit est remontée. Jusque-là, 2008, nouveau crash. Notamment dû au pétrole, moins de pétrole disponible. Et qu'est-ce que nous dit Jean-Marc Jancovici maintenant? C'est que depuis, on a atteint le pic pétrolier et qu'il n'y aura plus jamais autant de pétrole que ce qu'il y en a eu à cette période-là. Plus jamais. Et vous vous en rendez sûrement compte, le pétrole, c'est une énergie colossale. Essayez d'imaginer quand vous déplacez votre voiture, que vous mettez votre famille, plus les bagages, plus le poids de la voiture, avec seulement 50 litres de pétrole, si vous deviez faire tout ça à la main. Vous commencez à aller du point A au point B, vous faites 600 km,
vous revenez chercher votre épouse, vous la portez sur le bras, vous revenez prendre les enfants, vous revenez prendre les valises, puis après, il faut aussi prendre la voiture qui pèse 1 tonne. Vous vous rendez bien compte qu'avec juste 50 € actuellement, on a une marge de manœuvre qui est fabuleuse. Et que cette marge de manœuvre, à mon avis, elle ne sera pas si simple à retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, on a refait exactement comme ici, et on s'est réendetté, de manière colossale. Et devinez ce qu'on fait aujourd'hui? On se réendette. Et plus on s'endette, plus il y a de chômage. Et ça continue comme ça. Le vrai problème de la dette, pour moi, c'est pas qu'on endette le futur ou ce genre d'histoire. Une dette, c'est de l'argent qui est créé. Du jour au lendemain, je vous dis que cet ordinateur, il vaut 100, 200, 300 €, 800 €. Je choisis de mettre le chiffre que je veux. Encore plus avec l'informatique. Le vrai problème de la dette, c'est que ça nous donne l'illusion qu'on peut continuer à vivre comme des rois, comme si l'énergie était là, alors qu'elle diminue. Et que si en fait on nous disait, en fait il y a moins là, il faut agir, ça ouvrirait les consciences et les yeux des gens pour que ça bouge. Le souci c'est qu'avec la dette, ça va. Si finalement vous restez chez vous et qu'on vous paye, ça va. Le vrai problème c'est quand on ne vous paye plus. Mais l'énergie, elle n'est plus là. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, vous avez Jean-Marc Jancovici si vous voulez aller plus loin, mais maintenant on va passer aux choses plus plaisantes. La partie 2, les solutions. Est-ce que vous pourriez me décrire avec des mots simples pour vous ce que c'est un système durable? C'est à vous. Je dirais que c'est un circuit fermé. Un circuit fermé, ouais. Autre chose? Qui n'est pas forcément dans la croissance, qui est plus dans la décroissance. Dans la décroissance, pourquoi pas? D'autres choses, d'autres idées? Consommer local, vivre local. Consommer local, ouais. Merci. Respectueux de l'environnement. Respectueux de l'environnement, ok. Qui ne consomme pas plus annuellement que ce que la planète peut produire. Exact. Exact. Pour moi, un système durable, c'est un système qui produit plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Typiquement, si je fais un jardin et que je dépense plus de calories que ce que j'en récolte, je suis mort. Et c'est ce qui se passe. Exact. Mais c'est ce qui se passe pour tout, parce qu'en fait, on a un accès à l'énergie qui est colossal. Alors, pour moi, il y a vraiment 2 avenirs possibles. Soit on trouve une nouvelle source d'énergie, et vous avez vu que depuis 2008, on en a de moins en moins. Donc je pense que si on avait une énergie miracle, elle serait sortie. Je ne crois pas à tout ce qui est énergie infinie, je ne pense pas que ça arrivera. Il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui misent et qui mettent le paquet pour aller sur Mars, on les connaît. C'est leur théorie, moi j'y crois pas. Donc on a 2 solutions. Soit on trouve une nouvelle source d'énergie, soit on se dit qu'on va consommer moins. Si on réfléchit en termes de climat, on doit consommer moins, mais on va sortir ça de la balance, et donc on va réfléchir à ces 2 théories. Enfin, plus précisément, moi je ne me base pas trop sur les thèses hypothétiques, mais plutôt sur le concret et sur celle-ci. Consommer moins d'énergie. Et là, on a 2 solutions. La décroissance et ma préférée, la permaculture. La décroissance, c'est on choisit ou on subit petit à petit qu'on ait moins d'énergie. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On a moins d'énergie, donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un peu de dette, on crée un peu de chômage. Il y a des gens déjà qui se préparent à réfléchir comme ça. Et c'est super intéressant. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est la permaculture. C'est-à-dire qu'on prend l'énergie qu'on a aujourd'hui pour l'investir et que cette énergie nous permette de créer des systèmes durables qu'on puisse de plus en plus produire en utilisant de moins en moins d'énergie.
parce qu'on aura fait les bons investissements maintenant. Et plus on va passer de temps à être dans l'illusion qu'on peut continuer à faire comme si de rien n'était, et moins on va investir. Ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion, elle a déjà été faite par ces deux grands messieurs il y a 50 ans. Là, vous avez Bill Mollison, qui est décédé il y a maintenant 5 ans, qui a vu arriver l'ère industrielle. Il vivait dans un petit village en Tanzanie, et à cette époque, personne ne travaillait vraiment. Chacun vivait. Certains allaient à la pêche, construisaient leur maison, faisaient leur potager, faisaient leurs vêtements. En fait, ils avaient la vie que tout le monde avait ici avant. Et il a vu l'ère industrielle arriver, et du coup, il a vu petit à petit moins de poissons, moins de forêts, les gens obligés d'être salariés, donc de quitter les villages pour aller à la ville. Et il était jeune, et quand il a vu ça, il est rentré comme en résistance, en rébellion, mais il n'avait pas de solution. Donc il s'est enfui. Il s'est enfui, il est allé vivre dans la forêt. Et il s'est dit, c'est chouette, j'ai pas un impact négatif. Mais il s'est dit, j'ai pas non plus un impact positif. Parce qu'à côté, ça continue à foncer au niveau industriel. Donc il a réfléchi à comment on pouvait changer les choses. Il est sorti de la forêt et il est allé apprendre à l'université comment on peut changer les choses. Et c'est là qu'il a rencontré son élève, David Holmgren. Ils ont sympathisé tous les deux. Et après beaucoup de travail, ils ont écrit leur premier livre ensemble, qui est un ensemble de solutions. Déjà, il y a plus de 30 ans. Est-ce que vous pourriez me donner un mot qui, pour vous, symbolise un problème du capitalisme? Le gaspillage, la surconsommation. Quoi d'autre? La destruction des forêts. Destruction des forêts. Vas-y. Surexploitation. La surexploitation, super. De disparaître Le disparaître. pour le capitalisme. De disparaître. Ok. Ouais. L'exploitation. L'exploitation. La répartition des richesses. La répartition des richesses. Ça en fait, hein? L'esclavage. L'esclavage. Vous voyez comme c'est vaste. Et là où ils ont été géniaux, les deux formateurs de la permaculture, c'est qu'ils sont arrivés à résumer en seulement 3 éthiques simples comment on pouvait transformer ce monde en paradis. Et autant vous dire que moi, depuis que je suis jeune, j'ai un problème avec le capitalisme. Parce que je ne comprends pas pourquoi on continue à faire marcher un système qui va dans le mur. Et si à 7 ans, on m'avait dit « Continue tes études, mais t'inquiète pas, tu n'auras pas le bac », j'aurais arrêté tout de suite. Donc je comprends, depuis que je suis tout petit, je ne comprends pas pourquoi on continue dans cette idée qu'on fait fonctionner un système dont on sait qu'il devra s'arrêter. Et du coup, j'ai cherché des solutions, je n'en ai pas trouvé jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur la permaculture. Et je me suis rendu compte que, waouh, il y a des gens qui ont fait ce travail-là avant moi. Et là où ils ont vraiment été exceptionnels, je trouve, c'est qu'ils sont arrivés à résumer en seulement 3 éthiques simples comment on pouvait transformer notre monde en paradis, capitalisme ou pas. Si dans nos choix, on prend soin de la terre, c'est-à-dire à la fois du sol, de l'eau, des insectes, des forêts, grosso modo de tout l'écosystème terre, j'aime bien rajouter l'espace vu ce qu'on est en train de faire actuellement, grosso modo de prendre soin de l'endroit où on vit. Qu'en plus, on rajoute dans nos décisions prendre soin de l'humain, c'est-à-dire prendre soin à la fois de nous, de ce qu'on va laisser à ceux d'après, et de tout ce qui a été légué par ceux d'avant. Comprendre ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Moi, je suis papa, et quand on a un enfant, on le comprend, on ferait tout pour nos enfants.
Donc il faut bien comprendre tout ce qu'ils nous ont légué. Et tous les jours, je les remercie, par exemple dans la ville de Tournon, qu'il y ait autant d'arbres. Quand on plante un arbre, comme un platane, ce n'est pas pour nous qu'on le plante. C'est pour ceux qui sont après nous. Et si on n'avait que ces deux éthiques, on pourrait se dire, je me mets dans un hamac et tout va bien. Alors ils en ont rajouté une troisième, qui est partagée équitablement. Ce que j'aime bien dire, c'est que avec la permaculture, on crée l'abondance et qu'on redistribue les surplus. Ce qui s'est passé à la Révolution, c'est qu'on a dit aux paysans, pour la première fois, vous avez le droit de séquestrer le blé, c'était la liberté, pour que le prix monte et que vous puissiez le vendre au prix fort. Alors qu'avant, c'était interdit. Et là, avec la permaculture, on retrouve cette idée de « je vais produire l'abondance ». Je vais tellement produire que je vais dire j'en ai trop. Mais ce trop, je ne vais pas le garder pour moi. Je vais laisser soit les autres, soit la nature, soit un tiers se servir. Et si vous appliquez ces trois éthiques-là à vos projets, quels qu'ils soient, vous faites de la permaculture. Point. La permaculture, c'est pas pailler son jardin. Pailler son jardin, c'est très bien, mais ça s'appelle pailler son jardin. La permaculture, c'est respecter ces trois éthiques. Donc il y a des chances que plein d'entre vous dans la salle aient déjà cette démarche. D'accord ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois éthiques, vous pouvez l'appliquer au monde entier et pas seulement à votre petit jardin. Dans tout ce que vous créez. Et si maintenant, vous pouviez prendre le temps d'imaginer si on appliquait ces trois éthiques à un bar comme ici, à une ville comme Tournon, à une entreprise, à un champ, à une association, comment ça serait merveilleux? Comment ce monde serait merveilleux? Eh bien, bonne nouvelle, tout est là. On sait le faire, dans tous les secteurs et partout sur la planète. Parce que maintenant, la permaculture, c'est 50 ans de recherche avec ces trois éthiques-là. Donc, il n'y a plus besoin d'attendre. On sait déjà tout faire. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bonne nouvelle. Hein? Pour ça, on utilise un mot qui est anglais. D'ailleurs, vous aurez remarqué que la traduction que j'ai donnée qui a été donnée aux éthiques vient de l'anglais, donc c'est un peu approximatif. Notamment sur la troisième éthique, chacun donne un petit peu sa définition. Et moi, celle que je préfère, c'est vraiment générer l'abondance et redistribuer les surplus. Pour en revenir à ce mot, le design, c'est le mot qui nous permet vraiment d'expliquer comment on conçoit un système durable. Et malheureusement, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire comme ça en français. Il est trop vaste. Donc, je vous ai fait une petite définition simplifiée. Le design en permaculture est un ensemble de pratiques destinées à concevoir un système productif, durable et résilient. Résilient, c'est-à-dire qui absorbe les chocs. Là, le mot qui est un peu compliqué à comprendre, c'est système. On aurait pu le traduire par projet. Un exemple de système, ça peut être un projet agricole, une association, une maison, tout en fait. Une relation, une éducation. C'est à ne pas confondre avec l'esthétique, du genre ce meuble est design. Et surtout, la permaculture, ce n'est pas une liste de techniques toutes faites. Genre, on fait des buts. Non. La permaculture s'adapte au contexte et c'est comme ça qu'on conçoit un système durable. Ce qui est logique, mais ce qui n'est jamais fait. En fait, une norme, c'est ce qui permet de standardiser un peu tout. Mais là où étaient très bons les anciens, c'est qu'ils faisaient en fonction du local. Donc en fait, on peut réfléchir au fait que les civilisations anciennes avaient déjà une réflexion très durable. On le voit quand on voit par exemple une construction comme le pont romain, le pont du Gard, les aqueducs, les arènes, ces monuments qui sont restés à travers les siècles.
Et je ne sais pas vous, mais moi quand je m'imagine, d'ailleurs quand on voit n'importe quel film futuriste, n'importe quel building ou n'importe quel stade, on se doute que dans 2-3 siècles, il n'y aura plus grand-chose, quoi. Il y avait à cette époque vraiment une recherche de durabilité et l'Empire romain pensait qu'il serait millénaire. Pour en revenir au design, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir de manière holistique, c'est-à-dire globale. Et en fait, c'est l'équivalent d'un bon plan. On va mettre en avant vraiment le temps de conception du projet plutôt que le fait d'agir en premier. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne fait plus. Actuellement, tout est dans l'urgence, on ne réfléchit plus trop et surtout, on ne conçoit plus du tout à long terme. Pour ça, on a la chance que de nombreux permaculteurs nous aient transmis des principes qui nous permettent de faire ce fameux design. Mais je vous le rappelle, la permaculture s'intègre à tous les domaines. Habitat, outils et technologies, enseignement, culture, santé, bien-être, finance, économie, foncier, gouvernance et évidemment, comme on le sait très bien, soins de la nature, agriculture, maraîchage. Mais vous vous rendez bien compte que tout ce qui est agricole, c'est une seule palette de toute cette fleur. Et que maintenant, on a de la documentation sur toute cette fleur. Ok ? On va passer à ce qui est en train de se passer à 2 pas de chez vous, c'est-à-dire à Boyon, à 5-6 km d'ici, sur les hauteurs de Tournon. C'est le projet que je suis en train de mener actuellement. Ce projet, il avait plusieurs objectifs. À la fois, j'avais été formé en permaculture et je voulais passer de la théorie à la pratique. Je voulais créer une vitrine pour montrer que la permaculture, c'était bien plus que de l'agriculture. Je voulais concevoir un lieu résilient, capable d'absorber les chocs. Et je voulais avoir un support de formation parce que je savais que je voulais enseigner et je voulais pouvoir montrer aux gens ce qu'on pouvait faire en partant de rien du tout. La première chose qu'on fait donc, c'est observer et analyser le terrain. Ça, c'est la petite parcelle sur laquelle je travaille. Là, vous le savez si vous êtes du coin, on a le Mistral. On a aussi un vent du sud qui a tendance à arracher, qui est plus chaud, alors que le Mistral est plutôt un vent froid. Là, ici, vous l'avez compris, la permaculture, ça a une vision globale. Donc, je ne me suis pas attaché à juste ma petite parcelle. Je me suis dit qu'ici, il y avait des voisins et que s'ils avaient acheté ici, il y avait une bonne raison. Et j'ai compris que leur vue était importante. Typiquement, j'avais envie de construire un bâtiment ici. Je savais que si j'allais faire un bâtiment ici, j'allais les déranger. Donc là, j'ai noté l'angle et j'ai décidé de faire le bâtiment plutôt là. Et ça, cette réflexion-là, d'aller plus loin que juste ma petite parcelle, ça, c'est de la permaculture. Vous voyez, cette idée globale d'élargir le plus possible, à la fois d'avoir une vision à très long terme et le plus global possible. Alors, évidemment qu'on ne peut pas être ultra global et on ne peut pas penser à tout. Mais juste le fait de passer un petit peu de temps à essayer, c'est déjà un grand pas et significatif vis-à-vis de tous les projets qui ne le font pas. Ensuite, en général, on dit que pour bien commencer un projet en permaculture, il faut observer pendant 1 an. Et ça, les anciens le faisaient très bien parce qu'ils n'avaient pas moyen de partir en Thaïlande avec un billet d'avion low cost. Donc ils restaient chez eux et ils avaient le savoir de toutes les personnes avant eux. Mais pour nous, c'est quelque chose de très compliqué, notamment maintenant qu'on a les téléphones portables, dès qu'on a 30 secondes, moi le premier, je regarde mon téléphone. Et on ne sait plus observer. Plus du tout. Heureusement, on a des sites internet qui nous proposent ça. Et donc je suis allé fouiller sur des bases de données pour voir, en plaçant un point, les courbes solaires. Et déjà, si on réfléchit en fonction du soleil, ce qui était fait tout le temps, mais ce qui n'est plus fait du tout, déjà on progresse. Petit à petit, j'ai rassemblé toutes mes informations et j'ai commencé à faire un plan qui a évolué. Et ce plan ressemble à ça. Ici, vous avez le sud avec une légère pente nord. En bleu, vous avez des retenues d'eau et des mares.
Les petits points verts sont des végétaux de petit diamètre. Et plus on va vers le nord, plus ils sont grands. Pourquoi? La raison est très simple. Parce que je n'avais pas envie qu'ils fassent de l'ombre sur tout le reste. Donc j'ai mis les plus petits végétaux devant. C'est logique. Et ce que vous comprenez en voyant ce dessin, c'est qu'il n'y a pas un seul végétal dans mon champ. Pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je voulais quelque chose de résilient. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de cultures différentes et que je puisse avoir des fruits un peu tout le temps. Quand je suis arrivé sur le terrain, ça ressemblait à ça. Grosso modo, c'était une plaine qui n'avait plus été fauchée depuis à peu près 10 ans. Ça correspondait parfaitement à mes critères. Donc on est sur une légère pente nord. Après, on est en sommet, on est en crête, donc l'ensoleillement est vraiment très bon. Il n'y a pas le problème d'une pente nord. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé des mares parce qu'on n'avait pas l'eau. Il y a beaucoup de gens que ça choque de ne pas avoir l'eau, et moi ça ne me dérangeait pas. Je me suis dit, c'est pas un problème, je vais récupérer l'eau de pluie. Il n'y a que ça en plus en ce moment. Et plutôt que de se dire tout simplement que je vais me relier à l'eau où je suis bloqué à cause de ça, je me suis dit, je vais commencer par prendre l'eau qu'on a et par la stocker. Parce que vous le voyez souvent actuellement, qu'est-ce qui se passe? On se plaint quand il y en a trop, on se plaint quand il n'y en a pas assez, et on va puiser dans le sous-sol. Mais on ne gère pas ce qui nous tombe sur la tête. Alors que là, si toute l'eau était stockée, vous voyez actuellement il ne fait que pleuvoir, on aurait largement assez pour subvenir à nos besoins. Le fait est qu'on ne l'utilise pas et qu'en plus on la pollue. Il y a une citation de Bill Mollison qui dit « Même si les problèmes sont complexes, les solutions restent honteusement simples. Suffit de stocker l'eau et il n'y a plus de problème. » Surtout que nous, ici, en climat tempéré, on a ce qu'il faut. Pour les autres pays, ça peut être différent. Et avec la permaculture, ils s'en sortent dans les autres pays. Donc on n'a aucune raison de ne pas y arriver ici. J'ai cherché beaucoup de solutions pour éviter le plastique, mais vu le contexte, j'en avais pas. Et j'ai donc fait le choix, pour ces mares-là, de mettre un petit EPDM, c'est-à-dire une bâche plastique. Et après quelques pluies, j'avais de l'eau. Qui dit eau, dit capacité de planter des arbres. Et donc j'ai commencé à planter mes premiers arbres. Alors je ne vais pas vous mentir, il y a eu des moments, pendant certains étés, où je faisais la danse de la pluie à 4 h du matin sur mon terrain. Parce qu'il faisait chaud, parce que j'avais pas assez d'eau, mais je voulais à la fois me confronter au fait de montrer que c'était possible en partant de rien, en creusant ces mares à la main, en montrant que sur des sols drainants où on n'a pas d'argile, qui sont des sols très pauvres, on pouvait y arriver. Et sur la première année, j'ai eu à peu près 20% de pertes. Donc évidemment, il n'y a pas eu une progression énorme du végétal, mais j'y suis arrivé. C'était mon objectif et c'est ce que je voulais. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que même quand on part de rien, on peut y arriver. Sauf que comme je le disais tout à l'heure, il nous reste énormément d'énergie. Donc maintenant, on n'est plus obligé de partir de loin. On n'est plus obligé de partir de rien. On peut mettre un paquet d'énergie pour accélérer. Et si maintenant je devais refaire la même manœuvre, que j'avais un nouveau terrain, je ferais venir une pelle, je ferais une mare 3 fois plus grande et ça serait réglé. J'habite pas sur mon terrain, il est à 5-6 km d'ici, j'habite au centre-ville et je voudrais pas que chaque fois que je me transporte, j'utilise de l'énergie pour seulement me transporter. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais à la déchetterie avec des poubelles que je remplis de matière organique. Et pour moi, cette matière organique, c'est une véritable valeur. Parce qu'une fois que je l'amène sur mon terrain, là, petit à petit, elle enrichit le sol de mon terrain. Et ça, c'est du patrimoine que les anciens nous ont légué. Et si on utilise l'énergie qu'on a pour détruire ce sol, on va dans le mauvais sens. Mais par contre, juste le fait d'arriver sur mon terrain avec tout ce sol en plus que je crée et qui va rester tant qu'on ne le détruira pas pour des générations et des générations après nous, pour moi, ça vaut le coup de me déplacer. Et vous comprenez qu'à chaque fois que je fais un événement comme ça, j'essaye
Évidemment, on ne peut pas à chaque fois, il ne faut pas rentrer non plus dans l'ayatollah. Mais j'essaye de trouver une solution qui permet de me dire l'énergie d'aujourd'hui, je l'investis pour demain, vous voyez. Tu t'assures du fait que ce soit pas pollué, tout ça? Ouais, j'essaye de faire attention, mais en même temps, je sais que le jeu en vaut la chandelle. Et comme je le charge à la main, si tu veux, je vais enlever, par exemple, s'il y a un peu de plastique, des fois il y en a, donc je choisis ce que je veux. Et je préfère vraiment prendre la matière brute plutôt que la matière déjà mixée, tu vois. C'est du bois, ça. Ça, c'est du broyat de bois. Alors après, pour rentrer plus dans la technique, petite séquence pub, Marc Alban, ici présent, a une chaîne YouTube où il explique le rapport carbone-azote. Et il ne faut pas mettre un seul élément quand on fait des apports. Okay, il faut en mettre plusieurs. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Mais c'est juste pour vous montrer la logique. On ne fait pas les choses au hasard. Et quand on fait les choses, on se dit comment on pourrait avoir un impact pour la suite. Ce bois n'a pas été traité. Non. Ça, en fait, c'est du broyat de bois. Tu vois, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de... Il y a eu la chute de neige, il y a eu beaucoup de casse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, du broyat de bois, ça demande une énergie colossale à faire. Colossale, des machines énormes qui coûtent cher, mais c'est une vraie richesse. Et ça finit en déchetterie. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, tiens, c'est un tas d'énergie, donc grosso modo, c'est un patrimoine pour le futur. Donc en fait, moi, quand je vois ça, je vois une montagne d'argent. Donc je prends cet argent, je le mets dans mon petit C15, et je monte tranquillement le mettre chez moi. Et les gens sont contents parce que sinon, je ne sais pas ce qu'ils en font. Beaucoup. Heureusement, c'est beaucoup utilisé, et je ne suis pas le seul à le faire, hein. Mais je me dis, autant valoriser ça. Et après, je suis en train de réfléchir à toute une démarche avec d'autres entreprises à comment on peut marginaliser ça. Et typiquement, là, je travaille avec une association d'entrepreneurs. On a mis ça en place, par exemple, avec une boîte de maçonnerie qui a installé une benne de bois. Quand ils font un chantier, par exemple, imaginons refaire le bar là, on leur dit, vous videz tout va à la benne. Ils mettent le bois dans une benne. Et moi, j'encourage tous les gens à aller chercher dans cette benne et que cette benne serve à faire leur propre bricolage. Ça ne me dérange pas du tout qu'une entreprise fasse rentrer de la matière ici. Ce qui me dérange, c'est que cette matière reparte. Si on réfléchit en termes durables, je veux que cette matière reste. Et comme ça, tous mes clients peuvent aller se servir gratuitement. L'entreprise est super contente parce qu'elle paye pour qu'on vienne prendre ses déchets. Donc tout le monde est content. C'est super simple à faire. Mais ce n'était pas fait avant. Comme j'avais déjà quelque chose à montrer, été 2019, j'ai rejoint Marc Alban qui donnait déjà des formations, notamment en permaculture avec le volet agricole. Et je lui ai proposé qu'on s'associe pour rajouter mon secteur qui est plutôt le design. Et donc, en 2019, on a commencé à donner les premières formations. Maintenant que mes arbres étaient plantés, j'aurais pu me contenter d'attendre qu'ils poussent. Mais ça n'aurait pas été drôle. Donc je me suis lancé dans un nouveau projet, montrer qu'on pouvait appliquer la permaculture au bâtiment. Et là, sur ce plan, je peux vous dire que j'y ai passé des nuits et des nuits à calculer le bon angle, à me demander comment les Égyptiens ils avaient fait pour l'angle de leur pyramide, à comment je pouvais adapter ça ici. Et après avoir fini ces plans, je me suis rendu compte que déjà appliquer la permaculture au bâtiment, c'était super intéressant et qu'en même temps, il y avait une marge de progression assez colossale vis-à-vis des connaissances qu'on a actuellement en bâtiment et de ce qui se faisait avant. En vrai, ça donne ça. Ça, c'est une serre. À la différence d'une serre en plastique, dans 5 ans, je n'aurais pas à la changer. Moi, je voulais avoir un bâtiment qui soit durable, que je pourrais transmettre à mes enfants, que je pourrais transmettre à mes petits-enfants et qui sera encore là dans très longtemps. Construire un bâtiment, ça demande beaucoup d'énergie. Donc autant qu'il soit bien fait. Ça m'a permis d'accumuler du savoir et de proposer une nouvelle formation. La formation de permaculture, elle est sur 2 jours. La première journée est donnée par Marc Alban et elle est à prix libre. Je vous expliquerai après pourquoi. Et du coup, pour gagner ma vie, j'ai voulu créer une formation où j'amenais vraiment une valeur qu'on pouvait mesurer à mes clients. Et en amenant ce savoir des anciens
au niveau de leur maison, on peut leur faire économiser des années de factures. Donc là, vous pouvez passer juste 30 secondes à vous dire qu'est-ce que je ferais si j'utilisais tout l'argent de mes factures pour partir en vacances, par exemple, ou pour autre chose. Pour vous donner une idée, dans la moyenne, c'est 1 700 € par an quand même. Et surtout, vous pouvez vous poser la question, au niveau écologique, est-ce que c'est encore pertinent de faire des bâtiments mal faits? Et surtout, est-ce que c'est encore pertinent d'aller dans la grande tendance du high-tech et de se dire c'est la technologie qui nous permettra des économies, sachant que un très grand nombre de bâtiments avant étaient passifs. Au Moyen-Âge, il ne serait pas venu à l'idée d'un peuple de couper un arbre. C'était peine de mort. Hein. À l'époque des Phéniciens, on était capable de transférer l'énergie durant 6 mois. Quand j'en ai parlé avec la directrice de l'INAE, la piscine de Tain-l'Hermitage, je lui ai dit que si j'avais réfléchi, qu'on avait réfléchi ensemble à sa piscine, on aurait pu mettre tout à fait le même système vis-à-vis de sa piscine. Donc au lieu d'avoir un chauffage qui utilise de l'énergie fossile, on aurait pu avoir un chauffage passif. C'est simplement le soleil qui aurait chauffé avec un décalage de 6 mois la piscine. Ce qui nous permet d'avoir une chaleur constante. Et ces principes-là, vous pouvez les appliquer à votre maison. Vis-à-vis du Covid, les 2 premières semaines, quand on a annoncé le confinement, je me suis dit qu'il était temps que je passe à bosser sur Internet. Avant, c'est Marc Alban qui le faisait, et moi, je me contentais d'aller voir les gens et de leur parler de ce que je faisais au niveau local, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on change les choses ici, tout simplement parce que j'habite ici. Et comme je vous l'ai dit, tous les permaculteurs savaient qu'un jour ou l'autre, il y aurait un problème. Et du coup, j'ai vraiment envie que les gens ne viennent pas spécialement chez moi quand il y aura ce problème-là. Donc la solution globale, c'est qu'on monte tous ensemble en fait, vous voyez, et qu'on ait tous un chez nous super épanoui, qu'on puisse rester en mode démocratique et dans l'échange. Mais c'est le risque si on ne s'y met pas. Donc les 2 premières semaines, j'ai transféré toutes les formations sur Internet. Mais effectivement, comme tout le monde, vous préférez les formations en présentiel. Donc ce que je dis aux gens, c'est qu'ils peuvent commencer à apprendre sur Internet et après ils viennent en présentiel gratuitement. Comme ça, ça fait un bon complément. L'argent que j'ai comme retour de ces formations, je l'ai investi sur mon terrain pour l'améliorer. Et du coup, j'ai pris parti de me relier à l'eau. Parce que c'est vrai qu'avec mes petites mares, c'était intéressant au début. Mais si je voulais encore accélérer le mouvement, ce n'était pas suffisant. Donc j'ai pu installer un goutte à goutte. Et je ne vais pas vous mentir, quand vous avez transporté des arrosoirs pour arroser toute une plaine de 2000 m², des heures et des heures durant, avoir un robinet étourné, c'est quand même le luxe. Et on se rend compte que quand on a ça, la décroissance, ça ne va pas être évident. Si maintenant je devais me dire, je repars en mode mare, ça serait vraiment une contrainte. Je le fais, par exemple pour ma serre, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à mettre l'eau, donc j'arrose. J'arrose une serre de 60 m², quoi. Mais si je devais réarroser la plaine, ça serait dur. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que je récupérais de la matière. Pourquoi? Parce que je savais qu'un jour j'allais cultiver. Quand le président a annoncé le confinement, pendant 2 semaines, j'ai travaillé sur Internet. Quand il a annoncé pendant 2 mois, j'ai lâché mon entreprise et j'ai planté des patates. J'ai eu peur. Parce qu'en France, on a 3 jours d'autonomie alimentaire. 3 jours. Alors qu'on est le grenier à blé de l'Europe. Ça veut dire que si on ferme les frontières, on meurt de faim. C'est pas grave, on peut jeûner. Hein. Mais bon, vous avez vu les réactions. Hein. Quand on a faim, là, comment ça a fait dans les étals. Hein. Personne n'est prêt à ça. Personne n'est prêt à ça. C'est impossible d'être prêt à ça. On ne sera jamais assez prêt à ça. Ok? Donc, là, vous voyez, j'avais rempli de matière organique. L'intérêt de ça, c'est qu'en plus d'avoir fait un sol, au lieu de devoir attaquer ma prairie à la houe, parce que je travaille qu'à la main, j'ai rien de motorisé à part une débroussailleuse, j'avais juste à mettre un coup de râteau. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait juste quelques brins d'herbe à désherber. Alors que si vous voulez attaquer ça, c'est attaquer à la houe, quoi. C'est compliqué. Donc en même temps
d'avoir récupéré des déchets en déchetterie, j'ai pu recréer un sol beaucoup plus fertile. Autant vous dire que la fertilité entre là et là, ça n'a rien à voir, hein. Là, vous avez du ver de terre qui court partout. Là, il y en a, parce que ce n'est pas détruit. Mais la différence, elle est quasiment x10, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais en plus, j'ai réfléchi à ne pas me fatiguer. Parce que bon. Donc là, un simple coup de râteau, on plante, et c'est réglé. Donc maintenant que j'ai l'eau, bah, je plante. Et entre chaque arbre que j'ai mis, j'ai planté. J'ai planté à peu près, à la base, j'avais mis à peu près 300 arbres. J'ai rajouté à peu près 150 petits fruits. Et puis j'avais des goûteurs à chaque goutte à goutte. Donc je me suis dit, je désherbe des endroits, c'est quand même embêtant de désherber. Je vais remplacer par l'herbe qu'il y a là par des fraises. Et j'ai mis 800 fraisiers. Et souvent on me dit, mais pourquoi tu en as mis autant? Sachant que moi je ne veux pas du tout vendre ce que je produis, ça ne m'intéresse pas. Ben parce que je préfère avoir trop. Et c'était quoi la troisième éthique de la perma? Générer l'abondance. Et s'il y en a trop, ben tant mieux. Je dirais aux gens de mon quartier, venez vous servir ou je leur en donnerai. Donc après, je vais créer une fête de la fraise, ça sera sympa. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la fraise? Ça fait des rhizomes, ça se développe. Donc après, j'en aurai beaucoup, beaucoup trop. Je couperai les rhizomes, j'irai les distribuer dans le quartier. Petit à petit, le quartier deviendra autonome en fraises. Ça veut dire qu'on n'aura pas à acheter les fraises d'ailleurs. Donc on pourra leur laisser leur consommation. Et donc, si on fait ça, on pourra ensuite créer un noyau qui ira un peu plus loin, dans les quartiers d'à côté. Et c'est comme ça qu'on va recréer de l'autonomie. Coup de chance, moi sur mon terrain, je fais de la permaculture. C'est-à-dire, je crée des systèmes permanents. Et donc, je plante que des choses pérennes, des arbres, notamment. Et aussi, tout ce qui est petits fruits. Et les petits fruits, ça se bouture. Et faire une bouture, c'est très très simple. On taille et on met dans un pot. On arrose et ça pousse. Après, on ira distribuer tout ça à côté. Et on va créer une dynamique d'abord de quartier, puis de ville. Et mon objectif, c'est qu'on fasse ça au niveau de l'agglo. Mais pas seulement au niveau alimentaire. C'est qu'on le fasse au niveau du bâtiment, qu'on le fasse au niveau de l'eau et qu'on le fasse au niveau de l'énergie. Et ça, c'est à moyen terme. Les autres projets, c'est secret. Mais si déjà, on peut assurer l'abondance en eau, en énergie, qu'on ait des bâtiments tous confortables et passifs, et à manger, on aura sauvegardé la démocratie. Et juste un petit bémol, c'est qu'on ne doit pas avoir la même terre. La même terre. Il n'y a pas de mauvaise terre avec de mauvais jardiniers. Ah ben non, je sais pas. Moi, pour te donner une idée, ça va être compliqué de faire plus challengeant que ma terre. De toute façon, assez facilement, si tu me donnes cette terre-là qui est une Seine, je te fais pousser n'importe quoi. Par contre, il faut que j'ai de la matière. Et actuellement, on en a. Actuellement, on a de la matière. La question, c'est est-ce qu'on la brûle, est-ce qu'on l'enterre, est-ce qu'on n'en fait rien ou est-ce qu'on l'utilise? On a l'énergie pour. On a, par exemple, tous les platanes qu'ont plantés les anciens. Ça ne veut pas dire coupez pas vos platanes, mais quand ils sont taillés, utilisez ça. On a des tonnes de choses qui ne sont pas utilisées. Et si tu les utilises, et là, tu peux recréer du sol pour... Et ça prend. On est là pour ça. Moi, ce qui est intéressant là, c'est de voir ce qu'on peut faire en tant que néo-rural. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du secteur agricole. Pour tout ce qui est le secteur agricole, vous avez Marc Alban, il est excellent. Mais on ne peut pas devenir Marc Alban en claquant des doigts. Par contre, tu vois, sachant que moi, je n'avais jamais jardiné, en 3 ans, tu peux avoir ça. En partant de rien. Sur vraiment pas des sols fertiles. On n'est pas tous des maraîchers. Mais moi, je ne suis pas maraîcher. Ah, nous, C'est ça l'intérêt. nous, c'est notre petit jardin personnel, hein, on est bien d'accord. Ouais. Donc déjà, c'est pas le même projet. Non. Et ensuite, on a le même temps, donc à y consacrer. Exact. Les mêmes moyens non plus. Exact. Non, je parle de connaissances. Et puis, c'est vrai que quand tu fais ça en plus, comme c'est un agrément, tu as envie d'avoir des résultats un petit peu plus rapides que. Ouais. Voilà. Alors, il y a tout un. Et bien justement, on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, on a eu plus de 250 élèves. On a à la fois des gens qui ont envie d'améliorer leur petit potager et qui ont une demande de comment être plus efficace, comment on fait quand ça pousse pas, comment on fait quand on se fait attaquer par les pucerons. Et c'est ce genre de problème que moi aussi je vis. Parce que moi, tu vois, faire un jardin,
C'est pas non plus mon but. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit autonome ici. Et il y a beaucoup de travail que je fais vis-à-vis des entreprises, des politiques, des moments que je passe, etc., qui sont pour cet objectif-là. Et donc, je passe pas des tonnes d'heures sur mon jardin. Je fais du jardin pour une seule raison, parce que je pense que c'est primordial pour nous et les générations futures de connaître les bases. C'est-à-dire comment se nourrir, comment avoir à boire, comment construire sa maison et comment avoir au minimum l'énergie que tu dépenses. Et si tu fais ça, après tu peux sortir un Mac. Si tu es spécialisé dans Excel, c'est un bonus. Mais si tu ne sais pas la base, tu es en danger. Et là, tout à l'heure, on l'a dit, la permaculture, c'est créer des systèmes résilients. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous maraîchers. Pas du tout. Il y en a un excellent. Et moi, il y a plein de légumes que je ne produis pas parce que je mets tout ce qui est permanent. Je lui laisse faire. Je n'ai pas le temps. C'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est comprendre comment ça marche et sur quels critères on peut se baser. Tout à l'heure, on parlait entre le maraîchage sol vivant et entre le maraîchage bio. Il y a une différence. Elle n'est pas ça. Elle est de ça. Elle est colossale. Et c'est pareil au niveau du bâtiment. Au niveau du bâtiment, entre un bâtiment qui est mal fait, c'est-à-dire un bâtiment où il y a besoin de se chauffer, et encore pire, dans les bâtiments où il va falloir se climatiser, juste parce qu'on a choisi les mauvaises couleurs ou la mauvaise orientation, ça c'est grave. Là que je vais rebondir également, c'est que tout le monde ne part pas d'un terrain nu. Il faut aussi arriver, comme c'est notre cas, dans un environnement où tout est créé, Oui. où tout existe, et qu'on est obligé de faire avec. Et bien c'est génial. Ça veut dire que tu as déjà de la ressource. Et du coup, on a des solutions pour ça. On a toujours des solutions pour ça. Tu vois, c'est vraiment ça l'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette idée qu'on sait faire. On sait faire et qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça à une époque où ils n'avaient rien, dans un contexte bien pire que le nôtre, où ils n'avaient pas l'énergie, où ils n'avaient pas l'eau. Tu vois, et là maintenant, c'est facile. On sait faire. Mais c'est vrai que ce savoir-là, il est accessible, mais il ne tombera pas du ciel. Et du coup, les formations servent à ça. Et ce qui est intéressant avec les formations, c'est pas juste tu arrives, tu payes, tu repars. C'est que tu rejoins tout le groupe des gens qui ont cette dynamique-là. Et le problème que tu as, rassure-toi, il y en aura sûrement un qui l'a eu sur 250 personnes. Donc on reste en lien et on change les choses. Et plus on sera à avoir cette démarche-là, plus les choses vont durer et changer. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser maintenant. Est-ce que cette petite conférence, déjà, vous motive à faire changer les choses? Là, on a des petits hochements de tête. Je vous rappelle que... Je pense que si on est là, c'est justement parce qu'on est déjà motivé. C'est ça. Alors maintenant, on va s'imaginer que la conférence est filmée et on va faire ça plus fort. Est-ce que ça vous motive à faire changer les choses? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on en fait un dernier bien fort. Ça vous motive à faire changer les choses? Oui. Vous la sentez cette chaleur là? C'est quelque chose de... C'est magnifique, non? Moi, ça me fait un peu frissonner, vous voyez. Alors comment on fait? Ah ouais, parce que c'est bien beau. Ben rassurez-vous, en fait, il y a un effet de seuil qui a été théorisé par David Holmgren, le second fondateur de la permaculture, qui dit si entre 10 et 15% des gens font de la permaculture, le monde se transforme en un monde permacole. Qu'est-ce qu'on vous dit en général? Il faut 50% des gens pour faire changer les choses. C'est faux. Il en faut entre 10 et 15% seulement. Donc ce que je sais et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va former entre 10 et 15% des gens sur un secteur donné. Et quand ils vont commencer à faire cette démarche-là, on aura gagné. Il n'y a plus qu'à. Et pour faciliter ce « il n'y a plus qu'à », ben la formation de permaculture, elle est à prix libre. C'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez. Il y a une caution, parce que sinon il y a des désistements tout le temps, et on ne s'en sort pas, c'est pas sérieux. Nous, on est quand même des entrepreneurs, il faut aussi qu'on mange, et pour être durable, il faut bien comprendre qu'une entreprise a besoin de fonds. Mais l'idée, comme on vous l'a dit, enfin comme je vous l'ai dit, c'est que moi je suis parti de rien. Il y a 3 ans, je suis arrivé sur mon terrain, ma compagne était enceinte, on vivait dans une tente pendant 2 mois. Heureusement, on a trouvé un appartement après dans les quartiers pauvres, etc. Puis vous l'avez vu, on a commencé à former du monde et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est tant mieux.
Et cette méthode et ces stratégies-là, je ne les ai pas trouvées tout seul. Moi-même, je me suis formé et j'ai eu des professeurs internationaux qui ont fait des écorégions qui marchent. Et ils sont capables, en claquant des doigts, de faire venir 5000 personnes parce qu'il y a Monsanto qui débarque et de les faire repartir. C'est arrivé par Govinda, un de mes professeurs au Népal, qui nous parlait de retrouver sa souveraineté. Alors ça fait drôle quand un Népalais vous parle de souveraineté alimentaire. Et qui explique ça, que Monsanto un jour est venu distribuer des graines et qu'il a dit à tous les paysans, maintenant il faut venir, maintenant il faut agir. Et maintenant, si on se laisse faire, qu'il y en a juste un de vous qui prenne ces graines, elles vont polliniser. Et donc, on aura des graines stériles. Donc on ne pourra pas laisser faire ça. Les 5000 personnes sont arrivées à Katmandou, 5000 paysans, le ministre a pris l'avion et il est parti. Et au bout de 3 jours, Monsanto est reparti sans donner une seule graine. Et ça, c'était l'initiative d'un seul de mes professeurs. Mais j'en ai eu d'autres comme ça. Et vous voyez, ils y ont cru, ils l'ont fait. Et on le sait. C'est qu'une question de seuil. Tout à l'heure, je disais 10 à 15%. C'est tout, c'est rien. Ok ? Alors comment on fait pour avoir accès à ces formations ? Eh bien c'est tout simple, maintenant que je me suis mis sur Internet, vous avez juste à m'envoyer un petit SMS ou aller chercher sur mon site Internet, Aurélien Colombet, sur Google, vous l'aurez. Vous vous inscrivez sur un lien que je vous donne, vous mettez votre prénom ou votre adresse email et vous recevez toutes les informations et toutes les dates. En général, on donne une formation par mois, parfois plus. Et on va évidemment beaucoup plus loin. On rentre dans cette méthode de design et on rentre plus au niveau de la technique agricole pour la première journée avec Marc Alban et ensuite avec moi sur vraiment comment j'ai fait les tenants et les aboutissants de mon projet pour que vous puissiez pas le copier-coller, mais pour que vous puissiez l'adapter au vôtre. Et ça, c'est juste une introduction. On peut aller beaucoup plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je vous propose qu'on prenne un temps de questions-réponses. On a le temps, n'hésitez pas, allez-y. Marc Alban à ma droite. C'est juste pour compléter un truc, Ouais. pour qu'on se rende compte des ordres de grandeur, parce que moi j'aime bien les ordres de grandeur. Quand il a expliqué, Aurélien, il nous l'a très bien expliqué, que le coronavirus, c'est la première fois où on a respecté les accords de Paris, donc de baisser les émissions de CO2 qui vont nous permettre de ne pas dépasser 1,5 degré d'ici 2100. Okay. Et bien, ça veut dire que si on doit les respecter, il faut baisser de 7,5% tous les ans. C'est-à-dire qu'il faut un coronavirus en plus, il faut ce qu'on a vécu en 2020 en plus tous les ans. C'est pas ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu en plus tous les ans. C'est-à-dire que au lieu d'être confiné 2 mois, il faut être confiné 4 mois, etc. Par rapport à ce qu'on a fait, bien sûr. Donc ce que je veux dire par là, c'est que 1,5 degré, ça va être très très compliqué à tenir si on ne fait pas tout ce dont on a parlé. Et on sait que si on ne respecte pas 1,5 degré, on va avoir de très très gros problèmes. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que les ordres de grandeur, des fois, on ne se rend pas compte, surtout quand ça a des échelles de temps qui sont très longues. Et la permaculture, justement, on essaye de repenser à long terme. On dit, on pense sur 100 ans, on pense sur 1000 ans, on pense sur des très longues périodes de temps. Parce qu'en fait, on travaille avec le vivant, parce qu'on est des êtres vivants. Et le vivant, c'est sur du très long terme. Et à partir du moment où on va penser sur 5, 6, 10 ans, on va être dans l'erreur. Et quand on va penser sur 50, 60, 100 ans, on est dans le bon. Pour rebondir là-dessus, une des forces que j'ai, c'est justement cette vision à long terme. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des projets. Au début, quand je présentais mon projet, je disais juste que je voulais faire ça sur ma parcelle. Puis après, j'ai commencé à le dire au niveau du quartier. Et maintenant, je dis au niveau de l'agglo. Je me limite à l'agglo. Ça ne grossira pas. C'est juste que j'ai plus de projets ensuite pour l'agglo. Mais cette vision à long terme, quand on y applique la permaculture, fait que vos projets sont puissants. Et j'ai la chance là que ça aille beaucoup plus vite que ce que j'avais pensé. C'est vraiment génial de se dire ok, moi j'avais misé sur dans 5 ans et j'en suis déjà là en 3 ans, clac, clac, clac. Et donc on comprend qu'en plus, après on peut rajouter plus d'énergie pour aller encore plus vite. Donc c'est vraiment fantastique. Pour en revenir aux échelles de grandeur et à la création de sol,
Dans la nature, il faut un siècle pour créer ça d'humus. Actuellement, avec la matière organique qu'on a, moi j'ai créé ça en une saison de 3 mois. Donc on peut recréer du sol super facilement. Voilà. D'autres questions? Tu le ressens dans ton entourage autour de ton terrain? Tu as vu les gens changer un peu de façon de faire? Alors, on prendra ta question juste après. La question sur est-ce que je ressens sur l'entourage? Alors, c'est marrant, mais les gens que tu vas vouloir convaincre sont toujours plus simples quand ils sont étrangers. Ça, c'était déjà dans la Bible. Donc, convaincre ton entourage, c'est challengeant. Et il faut faire attention aussi à ne pas se brûler les ailes. Hein. Typiquement, moi, ma compagne, je l'ai convaincue d'aller se former avec moi. Et les formations qu'on a fait à l'international ont vraiment changé notre vie. Tout simplement parce qu'avant, on était dans l'idée de ne pas nuire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous considérez comme un nuisible. C'est horrible. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui essayent d'oublier, qui veulent pas d'enfants, voire pire, enfin, qui se flinguent. C'est grave. Ça montre une société malade. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays sur Terre, quand on leur explique ça, ils disent oui, vous êtes une société de malades. Et avec la permaculture, ce qu'on comprend, c'est qu'on a des solutions. Là, ce que je viens d'expliquer pour le sol, tu sais qu'en faisant ça avec des déchets, tu peux améliorer les choses. Donc, tu te lèves en te disant aujourd'hui, je vais pouvoir améliorer les choses. Mais t'imagines le basculement que ça fait. Après, ce basculement-là, tu vois, tu ne peux pas le faire pour les autres. Ce basculement-là, il y a plein de gens qui ont envie de le faire. Il y a plein de gens qui ont envie de solutions. Ils viennent, ils les prennent. Et tant mieux si on a pu baliser un peu le chemin pour eux. Moi, j'ai fait des erreurs. Ça leur permet de ne pas les faire. Et ils vont encore plus vite que moi. Et heureusement, j'ai eu des professeurs qui ont balisé le chemin à l'époque où tout était en vent contraire contre eux. Et que maintenant, tous les feux sont au vert. Donc, quelle raison on a pour plus passer à l'action? Quelle raison on a, franchement? Moi, je ne cherche pas à convaincre ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus. Je m'en fiche. Parce que je sais que quand les 10% que j'aurai convaincus, ils vont se mettre à le faire, on aura gagné. Ça suffit. Donc que ce soit mes proches ou pas, en fait. Mais après, mes élèves deviennent mes proches. Donc il n'y a pas de problème. Au début, je me suis dit, je vais arriver dans mon champ. Vous l'avez remarqué, je suis bavard. Je me suis dit, je vais être tout seul, quoi. Je partais, j'habitais à peu près 3 quarts d'heure d'ici. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais m'enterrer. Et heureusement, j'ai recréé les connexions et j'explique comment j'ai fait avec des gens qui me ressemblaient, qui avaient envie d'avancer. Et on progresse vite. Il y a 1 an de ça, je suis allé parler avec le maire et il me dit, mais vous vous sentez pas seul? J'ai fait franchement, quand on a fait les premières formations où il y avait 3 personnes, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit oui. Mais maintenant, on forme 15 personnes tous les 15 jours, on refuse du monde quasiment à chaque fois. Là, tout à l'heure, je disais à Sandrine, je suis désolé, je ne peux pas te connaître parce que le mail que j'envoie, je l'envoie à 2000 personnes. C'est ça qui est aussi fantastique avec Internet. Et quand on aura développé encore plus ça, heureusement, on est plein à le faire en français. Plus on va le développer et plus ça ira vite. Et vous avez vu ce que c'est les éthiques de la permaculture. C'était quoi déjà les éthiques de la permaculture? La 1. Sont derrière. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager. Et ça, vous êtes plein à le faire. Et il y a un de mes professeurs qui avait dit ça en fin de cours. Ne vous sentez pas seul. Évidemment que si vous regardez la télé, on s'en foutu quoi. Mais on n'est pas seul. Tous les jours, on est tout un tas à faire des petits pas et à améliorer les choses. Quel que soit son secteur, on peut le faire. Et maintenant, on a une méthode et des techniques pour le faire partout. On avait une autre question là-bas? Moi, je voulais savoir si c'était intéressant d'utiliser la technique de la mille-pas. Ouais. Ça dépend du contexte. De la mille-pas. C'est associer des légumes dans ton jardin. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans la permaculture, tout dépend du contexte. Si c'est intéressant chez toi parce que ça correspond à ce contexte, oui. Mais il ne faut jamais copier-coller une technique sans savoir. Tu vois? Ça dépend. Ça dépend toujours. Ok?
Donc déjà, la question à se poser, c'est quels sont tes besoins? Parce que si dans la mille pas, les légumes qui poussent, ils ne t'intéressent pas, ça ne vaut pas le coup. Tu vois? Ça dépend. Mais si ça a été fait par des gens avant, c'est qu'il y avait une raison, c'est que ça marchait. Ça marchait chez eux. Est-ce que ça marche ici? C'est à toi de voir. Mais déjà, est-ce que ça correspond à toi, à ton contexte, à ce que tu as envie? Ça dépend. Ça sera souvent la réponse d'un permaculteur, c'est facile d'être permaculteur. On répond ça dépend et puis voilà. Au revoir, merci. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des spécialités. Là, tout ce qui est agricole, c'est Marc Alban. Tout ce qui est bâtiment, c'est plus moi. Voilà. D'autres questions? Oui. Alors, une là. Vous pouvez juste me rappeler le nom du site? Alors, je m'appelle Aurélien Colombet. Normalement, en tapant ça sur Google, si mon webmaster a été bon, tu trouveras. Sinon, tu peux tout simplement m'envoyer un SMS et moi, je t'envoie le lien par téléphone. Via mon numéro, tu le veux? On peut parler aussi. Ouais. Sinon, là, vous avez des cartes, des cartes de travail, hein, où vous avez mon numéro. N'hésitez pas à vous servir, elles sont là pour ça. La conférence d'aujourd'hui, ben, elle est à prix libre. C'est-à-dire qu'en fonction du moment que vous avez passé, vous donnerez ce que vous voulez dans le chapeau. Surtout, ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est exactement le même discours que je tiens en formation. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous donnez ce que vous voulez. Et comme on sait qu'il y a un effet de seuil, eh ben, tant mieux qu'on soit de plus de gens à venir. Et moi, à chaque fois que je croise quelqu'un qui est en galère ou dans la rue, je lui dis mais viens en fait. Par contre, je veux que des gens motivés. Je veux que des gens qui ont envie de s'arracher, que ça bouge. Je veux pas de touristes qui viennent là juste pour découvrir. Des gens qui ont envie que ça change. Et en fait, qui repartent du cours et qui se disent on y va quoi. On y va. Ok? Même quand on part de rien et même quand on n'a pas de terrain, et, on peut toujours faire des choses. Ok? On voit tout ça en formation. Il y a plein de solutions. Les formations sont faites sur ton site à toi? Comment ça? Alors, moi j'ai juste une parcelle agricole. J'espère qu'un jour je pourrai vous accueillir. D'ailleurs, sûrement dans la serre. C'est en cours, mais il n'y a pas d'électricité dans la serre, donc c'est pas encore chez moi. Par contre, on a une visite de nos terrains qui est déjà assez instructive. Mais là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on loue une salle et qu'on fait la formation en salle. La formation, c'est vraiment une transmission de savoir et c'est pas on vous fait désherber pendant une journée. Hein. Ça, non. Hein. Désherber, c'est chouette, hein, mais quand vous avez fait 10 minutes, vous avez compris quoi. Donc là, on veut vous passer vraiment des informations concrètes pour que vous puissiez embrayer et changer les choses chez vous dès le départ. Donc c'est sur Tournon? C'est aux alentours de Tournon, ouais, les formations présentielles. Et c'est combien d'heures dans la journée? En général, on commence tôt, on finit tard. On commence aux alentours de 8h, ouais, 8h30. Et après, la fin de journée, ça dépend des questions, mais ça peut finir à 18h, ça m'est arrivé de finir à 20h. C'est interactif? Bien sûr, ouais, comme là. D'accord. C'est le même format. C'est plus format conférence que. Ouais, on donne un cours, mais tout le monde participe au cours, on discute, on parle. Donc ça c'est la partie théorie et après. Après, quand tu as besoin de la pratique, tu nous appelles. Nous, on transmet la théorie. Donc on vous fait visiter chez nous, on vous explique ce qu'on a fait chez nous. Mais après, si vous voulez faire plus de pratique, il faut venir chez nous à un autre moment. Voilà. Mais on ne vous fait pas payer pour ça. En fait, déjà, on ne va pas vous faire payer pour la pratique, ce qui semble logique. Mais surtout, on trouvait ça vraiment plus intéressant et c'est comme ça que se fait normalement un cours de permaculture. C'est une transmission de savoir. Et après, il y a des choses qu'on peut faire ensemble, mais que tu vas faire toute seule, où tu vas y arriver. On a tous des problématiques différentes. Exact. Est-ce que c'est un petit peu personnalisé? Oui, alors en fait, déjà on répond aux questions, mais surtout, on reste en lien pour ensuite continuer. Justement, réfléchir. Ouais. Et pour ça aussi, c'est pareil, mais tu le découvriras si tu viens en formation, c'est que j'ai réfléchi à ça, au long terme, à l'accompagnement plus personnalisé et à la suite. Mais là, c'est autre chose. On parle que d'abord l'introduction, comme je vous ai dit. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Il faut commencer par le début. D'autres questions? Ouais, une question là-bas. Ouais. Le terrain que tu as acheté, du coup, c'était un terrain agricole. Oui. Et pour la serre, est-ce que tu as construit, tu as eu besoin d'un permis? Oui. Alors, tout ce que j'ai fait est légal. Je me souviens, on vient me voir, on vient me dire, mais comment tu as fait pour mettre ce bâtiment? C'est légal. Ça n'a pas été évident. Et justement, en formation, je donne des vraies solutions pour ça. Comment justement
même ce terrain, je vais aller plus loin, il n'était pas agricole, il était naturel. Et j'explique comment j'ai fait. Et comment j'ai fait, en fait, la solution, je vais vous la donner là, elle est assez simple en fait. C'est que je suis arrivé à prouver que ce bâtiment avait un réel impact positif pour mon entreprise et qu'en plus, mon entreprise a un réel impact positif ici, qu'elle allait être durable. On m'a demandé de me justifier et quand j'ai pu me justifier, on m'a accordé le permis. Ça n'a pas été facile, hein. Mais ce qui fait aussi que ce bâtiment, personne n'y croyait. Ni ma compagne, ni ma famille, personne. Mais moi, je savais que j'y arriverais. Et je sais que les projets que je mène aujourd'hui, je vais y arriver. Parce qu'une fois que vous avez eu des professeurs qui ont fait ce que mes professeurs ont fait, et qui t'ont transmis les clés pour le faire, t'as rien qui peut t'arrêter. Il n'y a que toi qui peux t'arrêter. Tu pourras nous accompagner pour la demande de permis. Ça dépend de ton projet. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, ça. Ça, c'est le genre de problématique que tout le monde vient me voir, me pose. Et comment je peux faire moi? Et la réponse, elle est toujours la même. Là, par exemple, si je demandais tout de suite d'habiter sur mon terrain, évidemment que ça serait un non. C'est normal. Moi, j'ai payé ma parcelle à un prix agricole et mes voisins, ils ont rajouté un 0, voire 2. Donc, vis-à-vis d'eux, il y aurait un déséquilibre qui se créerait. Un déséquilibre qui n'est pas supportable, qui ferait remonter et donc, où ils diraient c'est injuste. La permaculture, ce n'est pas l'injustice. Mais si on arrive à faire comprendre qu'on a vraiment besoin de ce bâtiment, et moi, j'en ai pas besoin pour mon propre confort. J'en ai besoin pour un projet qui est bien plus vaste que moi. Si je veux qu'on devienne résilient sur le territoire local, c'est pas pour moi. Je suis pas en train de faire campagne là. C'est pour nous tous, moi inclus. Mais c'est pas que pour moi. Si c'était que pour moi, je mettrais un mur, façon Donald Trump. Et ça m'intéresse pas du tout, parce que je pense que c'est pas durable. Vous voyez comment on inverse la vapeur? Si votre projet, il est réel, et je le dis l'autre jour ironiquement à Marc Alban, mais si moi je devais déménager d'une ville maintenant, je demanderais à ce que la ville qui m'accueille me paye, et cher, pour faire ce que je fais ici, chez elle. Et je suis sûr que ça marcherait. Parce que ce que je fais là, il n'y a pas grand monde qui est en train de le faire. Et la réflexion d'un permaculteur, c'est pas réfléchir de manière ultra spécialisée sur un domaine. C'est plutôt d'avoir les yeux grands ouverts et d'arriver à résoudre les problèmes globaux et de faire interagir les éléments ensemble. Souvent, quand un politique me pose une question, il me dit, il y a une problématique à Tournon, c'est le transport. Je lui dis, oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Je lui dis, ben, c'est pas drôle. Donne-moi au moins 3 autres problèmes. Parce que si on règle un problème par une solution, en général, la solution, elle fait encore 3 problèmes. On va mettre un rond-point, un feu rouge, oui, super, enfin, génial. En plus de ne pas marcher, ça crée d'autres problèmes, bref. Alors que si maintenant on réfléchit à plusieurs autres problèmes, et évidemment, il va falloir passer du temps à la conception, et c'est ça, le design. Ça ne sera pas évident. Mais par contre, quand on va trouver la solution, ben, elle sera bonne. Il n'y aura plus qu'à la mettre en place. Donc au lieu de réfléchir en mode vite, 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 il faut que je fasse ça tout de suite, parce qu'il y a une échéance, on prend le temps de faire les choses bien. Et il y a de la marge de manœuvre. Beaucoup. Sur encore ce qui est fait actuellement et en neuf. Moi, je peux vous accompagner là-dessus. Et sur Tournon, il y a un peu une dynamique justement au niveau de l'équipe municipale, tout ça, qui s'intéresse à ce genre de démarche. Alors, quand il y a eu la campagne, j'ai incité un maximum la campagne municipale, parce que je pense qu'à l'échelle municipale, c'est un des seuls échelons où on peut jouer au niveau des politiques. J'ai incité un maximum les candidats à venir se former. J'en ai eu quelques-uns, j'ai eu des colistiers, c'était intéressant. De là à dire qu'il y a une démarche, ça serait présomptueux. Pour eux, c'est le départ, comme beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que je fais. C'est normal, c'est les balbutiements de ce que je fais. Mais pour moi, ce que j'ai compris, ce que je pense vraiment, c'est que vis-à-vis des entreprises, là, il y a quelque chose à jouer. Parce qu'à mon avis, les politiques, j'en ai parlé ici avec de grosses entreprises. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des solutions. Mais c'est les derniers à bouger. Parce qu'eux, ils ont un risque. Donc ils bougent que quand il y a un consentement global. Mais si tu fais bouger des grosses entreprises ici, là je devais donner cette conférence par exemple avant le Covid,
chez Chapoutier, j'ai beaucoup discuté avec Jaboulet. Si eux décident quelque chose, derrière les politiques suivent. Donc moi, c'est simple, en tant que permaculteur, je fais ce qui marche. Et ce qui marche, c'est d'aller voir les entreprises et de les faire bouger. Et ce qui marche, c'est former un maximum de gens pour qu'ils soient conscients qu'il y a des solutions tout de suite maintenant. Et de dire aux politiques, maintenant il faut que ça bouge. Par contre, vous savez, quand je parle à un politique, il comprend que ouais, il faut me prendre au sérieux, évidemment. Hein. On discute d'égal à égal. Mais ils comprennent tout l'intérêt. Mais c'est pas, ils ne peuvent pas créer la démarche. Ils ne sont pas leaders. Ils ne sont pas leaders. Par contre, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix que d'être leader. Parce que le chèque ne tombe pas. Tu n'as pas le choix. Typiquement, là, moi, pendant le corona, on m'a promis 300 € d'aide. C'était juste pas logique que je fasse rien, quoi. C'est pour ça que j'ai développé Internet, j'ai essayé de rebondir, j'ai fait plein de choses. Et du coup, bah, ça a vraiment progressé. Mais si j'attends, je suis mort. Hein. Et les entrepreneurs n'attendent pas. C'est ce qu'on appelle le lobbyisme. Et c'est efficace, on le sait. Pour en revenir tout à l'heure aux milliardaires, évidemment qu'ils ont un impact qui est très très fort. Donc arriver à changer les mentalités de l'entreprise, en fait, c'est même pas tant les changer, c'est leur offrir des solutions qui sont à la fois intéressantes pour eux et pour le reste, qui correspondent aux éthiques. C'est possible. Et ça, c'est mon travail. Et là, je le fais gratuitement. Je vais les voir, je leur dis, on pourrait réfléchir comme ça. Et pareil, je prends juste un petit bout. Là, dans l'association, je crois qu'on est à peu près 120 boîtes. Mais il y en a déjà 10 qui sont intéressés. Sur les 10, peut-être 12 même, il y a 6 tout petits et il y a 6 très gros. Et quand il y en a un très gros qui change, ça fait quelque chose. Hein. Là, il y a de tout. Des unités de production ou des Ouais. prestations, des prestataires de services? Il y a de tout. Des prestataires de services? Ouais, bien sûr. Comment tu peux nous donner des exemples? Non, je ne pourrais pas parler en leur nom. Si, il y a des gens qui travaillent dans le BTP, tu vois, à différentes échelles. Tout à l'heure, je le disais. Non. Ça dépend. Tu peux être en service, tu vois, quand tu vas chez les gens, non, ça dépend. Par exemple, je ne sais pas moi, des infirmiers, c'est des prestations de services. Dans les 10 en question, non, il n'y a pas d'infirmiers. Mais ouais, il y a de la prestation de service. Je ne voudrais pas dévoiler. Je voudrais pas dévoiler leur nom parce que là, mais il y en a, ouais, il y en a. Il y a de tout. Tu as imaginer ton concept de permaculture transposé à une entreprise de prestation de services. Ah, ça pose aucun problème, ça. En fait, à partir du moment où l'entreprise applique ça, c'est bon, tu vois. Donc, il n'y a aucun problème. Typiquement, pour en revenir à l'entreprise de maçonnerie en question, ils ont mis en place quelque chose de tout simple. Il y avait des palettes qui étaient livrées en bouteilles en plastique à chacune des chantiers, à chacun des chantiers. Ils ont remplacé ces bouteilles en plastique par une petite bouteille en inox en mettant leur nom dessus. Le salarié il s'est senti valorisé. L'entreprise, elle a économisé de l'argent et aussi beaucoup de plastique. C'est un tout petit changement très simple. Donc ces petits changements très simples, tu peux le faire à différents paradigmes, ça pose aucun problème. On sait faire ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'ici, il y a le chapeau, si ça vous intéresse. C'est top. Merci beaucoup, n'hésitez pas. On s'arrête là, vous avez d'autres questions? On coupe? Si vous voulez, on va couper, on peut aller boire un verre et discuter. Là, en plus, il y a plus de bruit. C'est bon pour toi, Théodore? Au top. Merci beaucoup. Et on peut continuer à boire un verre et discuter si vous voulez.